Imaginez la scène. On l'a tous et toutes vécue. Une salle de classe. Le professeur pose une question, et là, Ce silence. ce silence si particulier. On entendrait une mouche voler. Quelques regards se baissent, d'autres fixent le plafond en espérant devenir invisibles. Cette hésitation à lever la main, cette petite anxiété, c'est une image presque d'épinal de l'éducation. Mais aujourd'hui, on va voir comment le numérique tente de dynamiter ce vieux rituel. Notre analyse porte sur un outil au nom très évocateur qui cherche justement à transformer cette dynamique, une application nommée Je lève la main. Exactement. Et ce qui est frappant dans les documents qu'on a, qui viennent de la présentation commerciale de l'appli par la société Speechy, c'est que ce nom, si simple, si familier, cache en fait une ambition immense. On pourrait s'attendre à un simple gadget pour briser la glace, mais ce qu'on a sous les yeux, c'est la description d'un système complet. Vraiment un écosystème qui va de l'évaluation en temps réel au sondage à très très grande échelle, jusqu'à l'analyse de données massives. L'objectif de notre examen, c'est de comprendre comment on passe d'un geste d'élève à une potentielle infrastructure de big data pédagogique. Un parcours vertigineux, en effet. Alors, décortiquons ça ensemble. Au-delà de ce nom qui parle à tout le monde, qu'est-ce que c'est concrètement cet outil dans sa forme la plus simple ? Si on commence par la base, Je lève la main est présenté comme une application web et mobile de vote et de quiz. La première promesse, et c'est souvent la clé pour que ça marche en milieu scolaire, c'est la simplicité. Pas de serveur compliqué à installer, pas de logiciel lourd, non. Tout est accessible en ligne, qu'on soit sur l'ordi du CDI, une tablette ou son propre smartphone. Le principe est simple, le prof crée ses questionnaires, les participants se connectent et répondent. Voilà. Et la richesse se cache dans les détails de ces questionnaires. Ce n'est pas juste un système binaire de vrai ou faux. La variété des interactions, elle est assez étendue. La présentation met l'accent sur les questions à choix multiples, bien sûr, mais aussi des questions textuelles, ouvertes, numériques. On peut même définir plusieurs bonnes réponses pour une seule question, ce qui permet d'aborder des sujets avec plus de nuances. Ah oui, ce qui est crucial dans des matières comme la littérature ou la philo, où une seule bonne réponse est rarement la norme. Précisément. Et surtout, il y a une forte dimension multimédia qui est mise en avant. On peut sortir du doux-texte, on peut illustrer une question avec une image, un schéma, un son, imaginer en cours de musique, faire écouter un extrait et demander de reconnaître l'instrument. Ou en histoire géo, afficher une carte et demander de localiser un événement. Ah, donc on peut littéralement intégrer une vidéo d'une expérience de chimie et poser une question dessus à la volée. C'est incroyablement dynamique par rapport à un QCM papier. C'est exactement l'idée. Les concepteurs insistent sur la possibilité d'intégrer une vidéo depuis YouTube, ou même, et c'est là que ça devient très interactif, de filmer quelque chose avec son smartphone et de l'intégrer instantanément dans le quiz. Un prof de SVT en sortie scolaire pourrait filmer une plante et demander son identification à toute la classe, en direct. Ça ouvre des possibilités pédagogiques vraiment intéressantes. Et en termes de rythme, comment ça se passe ? Est-ce que tout le monde doit répondre en même temps ? Non, et c'est un autre point de flexibilité. Il y a deux modes d'utilisation principaux. Le premier, c'est le mode direct. C'est le mode le plus classique pour animer un cours. Le professeur est le chef d'orchestre. Il lance une question, laisse un temps de réponse, puis il clôt le vote. Et il peut afficher les résultats sur le tableau numérique. C'est un formidable outil de feedback instantané. C'est là qu'on peut imaginer un changement de paradigme. Dans un amphi de 200 étudiants, traditionnellement, seuls les 5 ou 6 du premier rang osent poser une question. Ici, une question du prof sur un point complexe pourrait révéler en 30 secondes que 70% de l'amphi n'a pas compris. C'est une info qu'il n'aurait jamais eu autrement. Absolument. Et c'est dans ce mode direct qu'on retrouve la fonctionnalité qui donne son nom à l'application. Un participant peut à tout moment cliquer sur un bouton « Je lève la main » virtuel. Ça ne coupe pas la parole au professeur, mais ça lui envoie une notification discrète. Il sait que tel étudiant a une question et peut y répondre au moment le plus opportun. Très malin. Et l'autre mode, du coup ? L'autre mode est le différé. Là, l'approche est totalement différente. Le questionnaire est disponible en ligne pour une durée déterminée et chacun y répond quand il veut, d'où il veut, à son propre rythme. C'est l'outil parfait pour les devoirs, les révisions ou dans le cadre de formation professionnelle asynchrone. D'accord. On a donc les questions, les réponses, mais l'or noir aujourd'hui, ce sont les données. Qu'est-ce que l'application fait de toutes ces réponses ? Il ne se contente pas de dire qui a bon ou faux. La force de ce genre d'outil, c'est la restitution. Pendant une session en direct, le prof peut afficher les résultats sous forme de graphiques très visuels, des histogrammes, des courbes, des nuages de points. C'est un premier niveau d'analyse, pensé pour être immédiat et pour déclencher une discussion.
Et pour une analyse plus poussée, une fois la session terminée, toutes les données brutes peuvent être exportées dans un simple fichier Excel. On voit bien l'application pour une classe. Mais les chiffres mentionnés, notamment cette capacité à gérer jusqu'à 50 000 participants, ça suggère que l'ambition dépasse largement les murs de l'école. C'est le grand écart qui est au cœur du produit. L'outil est conçu pour être aussi pertinent pour un groupe de 10 personnes que pour une convention d'entreprise. Cet écart se reflète dans les deux grands cas d'usage mis en avant. D'un côté, le monde de l'éducation, qui est clairement le cœur de cible historique. L'objectif est d'animer, d'interroger, d'évaluer. Et sur ce marché, ils ont une approche commerciale assez, disons, agressive, si j'ai bien lu. Très stratégique en tout cas. La version complète de Je lève la main est offerte gratuitement à tous les établissements scolaires français de l'éducation nationale, de la maternelle au lycée. C'est un moyen très efficace de s'implanter massivement, de créer une base d'utilisateurs et de faire de l'outil un standard de fait. Une stratégie classique dans le monde du logiciel. Et l'autre facette de l'outil, au-delà de l'école. C'est le monde professionnel et citoyen. La fonctionnalité sondage ouvre l'application à des contextes très différents. Les exemples cités sont variés. Des études de marché, des enquêtes d'opinion, et même le vote certifié en conseil municipal ou en assemblée générale. Dans ce cas, la terminologie change, il n'y a plus de professeurs et d'élèves, mais un organisateur et une audience. La mécanique est la même, mais la finalité est totalement différente. On passe d'un support pédagogique à un instrument, disons, de démocratie participative. L'outil a donc une double identité. Mais revenons au monde de l'éducation, car c'est là que les fonctionnalités les plus profondes semblent se déployer. La présentation insiste beaucoup sur la dimension collaborative. L'idée, c'est qu'un prof n'est pas seul avec son outil. C'est ça. Une plateforme collaborative est intégrée. Un enseignant peut créer un quiz sur, disons, le théorème de Pythagore et décider de le partager dans un nuage, un espace commun. Ça veut dire qu'un autre prof de maths, ailleurs en France, peut trouver ce quiz, le réutiliser, l'adapter ou simplement s'en inspirer. C'est un principe de mutualisation des ressources, mais intégré directement dans l'outil. Comment on s'y retrouve dans ce qui pourrait vite devenir une bibliothèque immense et chaotique de questionnaires? Le système est structuré pour éviter ça. D'une part, par un système de tags de mots-clés. Quand un quiz est partagé, on peut lui associer des infos. La matière, le niveau, le thème précis. Ça permet de rechercher et de filtrer. D'autre part, et c'est plus sophistiqué, les concepteurs mentionnent un moteur de recommandation intelligent. L'application analyse les quiz qu'un professeur crée ou utilise et lui en suggère d'autres partagés par la communauté. Ce qui, sur le papier, est une excellente idée de mutualisation. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer un effet de best-seller? Que tout le monde finisse par utiliser les 10 quiz les plus populaires sur la Révolution française au détriment de la créativité de chaque enseignant? C'est une question très pertinente. La présentation ne l'aborde pas, mais c'est un risque inhérent à tout système de recommandation. L'outil pourrait, s'il est mal équilibré, favoriser une certaine uniformisation. Cependant, l'intention affichée est inverse. Il s'agit de donner accès à une plus grande diversité de ressources, de permettre à un jeune enseignant de s'inspirer ou à un prof chevronné de découvrir une nouvelle approche. L'efficacité dépendra beaucoup de l'intelligence de l'algorithme, en fait. Mais cette collaboration va plus loin que le simple partage de questionnaires. Elle porte aussi sur les résultats. La présentation évoque la possibilité de comparer les résultats de ses propres groupes avec ceux d'autres professeurs qui ont utilisé les mêmes quiz. Et c'est là qu'on touche à un point névralgique. L'objectif affiché derrière cette fonctionnalité est très ambitieux. Je cite la documentation S'éduquer, elle vise à mettre en évidence l'impact des techniques pédagogiques de chacun. On change complètement de dimension. Ce n'est plus seulement un outil pour évaluer les élèves, ça devient potentiellement un outil d'auto-évaluation, voire d'évaluation comparative, pour l'enseignant. C'est une promesse à double tranchant. D'un côté, c'est un formidable outil de réflexion. Tiens, sur cette notion, mes élèves ont un taux de réussite de 60% alors que la moyenne est de 80%. Ai-je bien expliqué ce point? De l'autre, on imagine la dérive possible si ces données sont utilisées par une hiérarchie, une forme de management par la data des enseignants. Exactement. L'outil fournit la donnée brute, mais l'interprétation et l'usage qui en sont faits, ça relève de la culture de l'établissement. La présentation, bien sûr, se concentre sur l'aspect positif, l'auto-amélioration. Elle présente l'outil comme une sorte de miroir, offrant des données comparatives pour observer et potentiellement améliorer ses propres pratiques.
Et pour affiner, on peut d'ailleurs créer des groupes persistants, une classe, une promo, et suivre leur performance dans la durée. Donc, on a cet aspect collaboratif, ce partage de contenu, ce partage de résultats. Si on agrège toutes ces données, pas seulement dans une école, mais au niveau national, grâce à leur offre gratuite, on parle plus de collaboration, on parle d'autre chose, d'une analyse à très très grande échelle. Les documents vont jusque-là. Absolument. Et c'est là qu'ils sortent le grand mot « Big Data ». Et l'outil technique qu'il permet, c'est ce qu'on appelle une API, un kit de développement. L'API, c'est souvent le terme technique qui fait un peu peur, mais qui est en réalité la clé qui ouvre la porte à des usages bien plus puissants. C'est une excellente image. Une API, c'est une porte d'entrée qui permet à un système externe de venir discuter avec l'application et de lui demander des données de manière automatisée. Concrètement, ça veut dire qu'une université ou même une administration académique peut extraire en continu toutes les données brutes générées, les réponses à chaque question, les scores, les stats de chaque session. Tout. Et pour en faire quoi? Les graphiques intégrés et les exports Excel ne suffisent plus à ce niveau. Non, parce qu'on change d'échelle et de complexité dans les questions qu'on veut poser aux données. Une grande institution peut avoir des besoins d'analyse bien plus fins. Avec l'API, elle peut importer ces données dans ses propres logiciels de statistiques avancées, elle peut les croiser avec d'autres jeux de données, les résultats aux examens finaux, les taux de passage. Et là, on peut commencer à chercher des corrélations. Par exemple, est-ce que les étudiants qui réussissent bien les quiz interactifs sur tel module sont aussi ceux qui réussissent le mieux leur année? C'est précisément la vision. La présentation est très claire sur l'objectif final. Elle dit que cela permet d'évaluer et améliorer ces méthodes d'enseignement, non plus au niveau d'un prof isolé, mais à l'échelle d'un système entier. L'ambition, à terme, est de créer une immense boucle de rétroaction. Les millions d'interactions en classe génèrent des données. Ces données sont analysées pour identifier des schémas et les conclusions servent à informer et faire progresser les stratégies pédagogiques. C'est fascinant. On part d'un geste quasi enfantin, lever la main, et on arrive à une infrastructure de données capable, en théorie, de piloter la politique éducative? C'est la synthèse parfaite du projet tel qu'il est présenté. On numérise un geste universel via une application simple, on enrichit cette interaction, on la rend collaborative, et finalement, on agrège ces millions de micro-interactions pour constituer une infrastructure de big data éducative. Chaque clic d'un élève dans sa classe contribue à un ensemble qui, en théorie, peut servir à optimiser l'enseignement pour tous. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on prend un peu de recul, on voit que «je lève la main» n'est pas un outil monolithique. C'est un objet à plusieurs facettes, presque une poupée russe. Au premier niveau, c'est un outil d'interaction simple pour dynamiser un cours. Un niveau en dessous, c'est une plateforme de sondage massive. Encore en dessous, c'est un réseau social pédagogique, un espace de partage pour que les enseignants mutualisent leurs ressources. Et au cœur, c'est un puissant moteur d'analyse de données avec une ambition d'utiliser le big data pour rationaliser et améliorer l'enseignement. Et cette dernière facette, ce cœur de la poupée russe, est celle qui laisse le plus songeur. La présentation nous dit qu'on peut comparer les résultats pour évaluer l'impact des techniques pédagogiques. Si un outil, par la masse de données qu'il accumule, peut commencer à quantifier ce qui rend un enseignement efficace, en se basant sur des taux de réussite à des questionnaires standardisés, cela pose une question fondamentale pour l'avenir. Jusqu'où la science des données, avec ses métriques et ses tableaux de bord, peut-elle et doit-elle s'intégrer à ce qui a toujours été considéré, pour le meilleur et pour le pire, comme l'art d'enseigner ?